La bouteille de bourbon semblait lourde dans ses mains alors qu'elle se tenait devant la porte du chalet. Son rythme cardiaque s'accéléra d'anticipation après avoir voyagé 12 heures pour surprendre Arthur. Puis elle entendit sa voix à travers le bois usé. Des mots qui figèrent le sourire sur son visage et firent voler son monde en 1000 morceaux. Si elle disparaissait, cet argent de l'assurance pourrait éponger mes dettes. La voix d'Arthur était désinvolte, presque pensive, comme s'il parlait de la météo. Un éclat de rire suivit. Puis la voix de son ami dit, ou enfin sortir avec sa sœur sans culpabilité. D'autres rirent. Ses doigts se resserrèrent autour de la bouteille de Blandin S, son bourbon préféré, qu'elle avait soigneusement emballé d'un ruban rouge. Le cadeau qu'elle avait transporté à travers 3 États, malgré des retards interminables, lui sembla soudain une mauvaise blague dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle avait grandi entourée de richesses. Son père avait bâti son empire immobilier à partir de rien, s'assurant qu'elle et sa sœur Lucie ne manqueraient jamais de rien. Lorsqu'elle rencontra Arthur lors d'une collecte de fonds caritative 3 ans plus tôt, il lui parut différent. Il ne se souciait pas de l'argent de sa famille. Il était charmant, déterminé, préparait son MBA et était plein de rêves. Elle tomba rapidement amoureuse. Arthur a besoin de temps pour s'établir, expliqua-t-elle à son père lorsqu'il lui demanda pourquoi son nouveau mari n'avait pas signé de contrat de mariage. Il est sensible à la différence d'argent. Je lui fais confiance. Le regard inquiet de son père aurait dû être son premier avertissement. Alice, l'amour ne devrait pas nécessiter de sacrifices financiers. Souviens-toi de ça. Lui avait-il dit. Elle n'écouta pas. Au lieu de cela, elle soutint l'entreprise de conseil d'Arthur lorsque les investisseurs traditionnels ne voulurent pas le faire. Elle remboursa ses prêts étudiants comme cadeau pour leur premier anniversaire de mariage. Elle acheta la maison qu'il voulait dans le quartier qu'il avait choisi. Chaque fois qu'il disait que son entreprise rencontrait des problèmes, elle signait un autre chèque, croyant qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Sa sœur essaya aussi de la prévenir, à sa manière douce. Il pose beaucoup de questions sur nos fiducies familiales, Alice. C'est étrange, avait dit Lucie. Elle avait balayé l'inquiétude de sa sœur. Il essaie juste de comprendre notre monde, insista-t-elle, debout devant la porte de ce chalet. Tous ces avertissements s'abattirent sur elle. Pas plus tard qu'hier, tout était normal. Elle avait eu un appel vidéo avec Arthur, où il parlait du week-end au chalet. Il avait dit que les gars jouaient au poker et faisaient de la randonnée. Il avait mentionné qu'elle lui manquait. Elle avait souri, sachant déjà qu'elle allait le surprendre. Elle avait secrètement réservé son vol des semaines auparavant. Elle avait pris la décision de le surprendre lors d'une de ses soirées solitaires dans leur grande maison. 2 ans à soutenir ses rêves pendant que les siens attendaient. 2 ans à croire ses excuses quand il manquait les dîners avec sa famille. 2 ans à ignorer la façon dont il parlait des réussites de sa sœur, avec un regard qui la mettait mal à l'aise. « Chérie, je ne peux pas venir ce week-end. Le voyage entre mecs est sacré. Pas de femmes autorisées, avait-il dit la semaine dernière en lui embrassant le front. Tu comprends ? Elle comprenait. Elle comprenait son besoin d'espace et de temps avec ses amis. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi elle devait toujours être celle qui comprenait. Alors elle décida, pour une fois, de se mettre en premier. Elle voulait voir son visage s'illuminer quand elle arriverait. Elle voulait lui rappeler pourquoi ils étaient tombés amoureux. Le voyage fut un cauchemar. D'abord, un problème mécanique cloua l'avion au sol pendant 2 heures à Chicago. Puis des orages les envoyèrent à Indianapolis. Le dernier vol fut retardé de 3 heures supplémentaires à cause de la planification des équipages. Elle s'assit sur des chaises d'aéroport inconfortables, vérifiant sa montre, serrant son bagage à main contenant le bourbon à $200 qu'elle avait spécialement commandé. Une femme à côté d'elle à la dernière porte d'embarquement remarqua à quel point elle avait l'air stressée. « Quelqu'un de spécial vous attend ?» demanda la femme. « Mon mari » répondit Alice en souriant bien qu'elle fût fatiguée. « Il ne sait pas que j'arrive. »« Ce sont les meilleures surprises. » dit la femme en lui tapotant la main. Malgré tout, elle s'accrochait à l'image qu'elle avait en tête. Le visage choqué d'Arthur, ses bras autour d'elle, disant à ses amis, « Vous voyez quelle femme incroyable j'ai maintenant. » Maintenant, elle se tenait, figée, devant le chalet numéro 8. La vérité résonnait encore à ses oreilles. « C'est combien la police, déjà ?» demanda l'ami d'Arthur. « 2 millions, dit Arthur.
Il a fallu un peu de persuasion pour qu'elle signe les papiers. Je lui ai dit que c'était pour notre future famille. Elle plaqua sa main contre sa bouche pour ne pas crier. Ses jambes tremblaient, mais elle resta debout. Mec, c'est cruel, dit un autre homme, bien qu'il riait. Cruel, c'est stratégique, répondit Arthur. Son père pèse 9 chiffres. Sa sœur est célibataire et bien plus amusante. Alice est gentille mais ennuyeuse. Toujours inquiète de décevoir papa. Quelque chose en elle se brisa. Elle se souvint de la fois où Arthur avait suggéré qu'il fasse du saut en parachute. Puis de l'alpinisme. Puis de la plongée sous-marine. Toutes des activités qui pouvaient mal se terminer. Elle pensait qu'il était juste aventureux. Maintenant, elle réalisait qu'il avait cherché des moyens de provoquer un accident. La bouteille de Bourbon faillit lui échapper des mains. Elle la posa silencieusement près de la porte, retirant soigneusement l'étiquette cadeau avec son nom. Son alliance capta la lumière du porche. Son diamant parut soudain tapa accent grave l'œil est faux, tout comme son mariage. Elle recula de la porte, sa valise de marque oubliée à côté du Bourbon. À travers la fenêtre du chalet, elle les aperçut. Arthur et 3 amis, des cartes et de l'argent sur la table, des bières à la main. Son mari souriait, complètement à l'aise tout en discutant de sa mort. Cet homme, qu'il avait embrassé pour lui dire au revoir à l'aéroport 3 jours plus tôt. Cet homme, qui avait promis de l'aimer dans la maladie comme dans la santé. Cet homme, qui avait accès à tous les comptes, à tous les biens qu'elle possédait. Son alliance lui brûlait la peau. Elle la retira en retournant à sa voiture de location, son esprit parcourant tous les signes qu'elle avait ignorés. Les questions sur son assurance-vie, l'éloignement subtil de ses amis et de sa famille, les rencontres, accidentelles, avec sa sœur. Alors qu'elle se glissait sur le siège conducteur, elle plaça son alliance dans le porte-gobelet. Un petit témoignage scintillant d'un mariage construit sur des mensonges. Un bref instant, elle envisagea de le confronter. Elle imagina la satisfaction de voir son visage quand il réaliserait qu'il avait été pris. Mais l'instinct de conservation l'emporta. S'il était prêt à envisager sa mort pour de l'argent, que pourrait-il faire d'autre s'il était acculé? Elle démarra le moteur et s'éloigna du chalet qui abritait les ruines de son mariage, les larmes coulant enfin librement. Mais sous la dévastation, quelque chose d'autre se formait. Une détermination froide et claire. Au matin, elle serait au Costa Rica. Au moment où Arthur rentrerait chez lui, elle serait officiellement portée disparue. Qu'il transpire. Qu'il s'interroge. Qu'il affronte seul ses collecteurs de dettes. Elle avait peut-être été élevée dans la richesse et les privilèges, mais son père lui avait aussi appris quelque chose qu'Arthur avait clairement oublié. Ne jamais sous-estimer une femme avec des ressources et une raison de se venger. Ses mains ne tremblaient pas alors qu'elle était assise dans sa voiture de location sur le parking faiblement éclairé à 1,5 km du chalet. Cela la surprit. L'engourdissement s'était installé, l'enveloppant comme un bouclier protecteur. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application de la compagnie aérienne. Billet aller simple. L'endroit le plus éloigné auquel elle pouvait penser à la dernière minute. Costa Rica. L'email de confirmation arriva quelques secondes plus tard. Aucune hésitation. Aucune seconde pensée. Elle se rendit à la pharmacie ouverte 24h24 la plus proche, acheta un téléphone prépayé et l'activa sur le parking. Puis elle appela son assistante. « Cathy, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. » Sans poser de questions. « Bien sûr, mademoiselle Smith. »« Est-ce que tout va bien ? » ?»« Je prends un congé personnel prolongé. »« Urgence. »« J'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous pour le mois prochain. » Si quelqu'un demande, y compris Arthur, vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis hier. Pause. Devrais-je m'inquiéter pour vous? Non, dit-elle, se surprenant elle-même par le calme de sa voix. J'ai juste besoin de temps. Je vous contacterai quand je pourrai. Elle raccrocha et retira la batterie de son téléphone habituel. Arthur pouvait le localiser. Le GPS de la voiture de location pouvait aussi être localisé. Elle la rendit à l'aéroport et prit un VTC pour un autre aéroport dans l'état voisin. Chaque décision était calculée, mécanique, comme si quelqu'un d'autre déplaçait son corps pendant qu'elle regardait de loin. Le vol de nuit était à moitié vide. Alors que l'avion s'élevait dans l'obscurité, des souvenirs défilaient dans son esprit comme un vieux diaporama,
se recontextualisant à la dure lumière de la révélation de ce soir. Arthur commentant la robe de sa sœur au dîner de Noël. Lucie a toujours eu beaucoup de goût. La façon dont ses yeux s'attardaient. Sa suggestion qu'elle change son testament après leur mariage. C'est ce que font les couples responsables. La randonnée où il avait insisté pour la prendre en photo près du bord des falaises. Recule encore un peu, chérie. L'accident de baignade l'été dernier où elle avait failli se noyer après qu'il l'eût convaincue de nager plus loin du rivage qu'elle ne se sentait à l'aise. Tu es plus forte que tu ne le penses, avait-il dit. Puis, d'une manière ou d'une autre, il n'était pas à proximité quand elle avait commencé à se débattre. Son rejet désinvolte de ses préoccupations concernant la fertilité. Nous avons tout le temps pour avoir des enfants. Profitons d'être juste nous deux pour l'instant. Attendait-il que la police d'assurance soit encaissée? Les pièces s'assemblèrent en une mosaïque horrifiante. Elle n'était pas une épouse pour lui. Elle était un compte en banque ambulant avec une date d'expiration de son choix. L'hôtesse de l'air lui toucha l'épaule, la surprenant. « Madame, désirez-vous de l'eau » Elle réalisa qu'elle avait pleuré en silence. 16h03 vols plus tard, elle émergea dans l'air humide du Costa Rica. Sa valise faite à la hâte contenait 3 tenues, des articles de toilette de base, son passeport et une enveloppe avec $5000 en espèces qu'elle gardait pour les urgences. Elle avait retiré $10 000 supplémentaires à un distributeur automatique pendant son escale, atteignant la limite quotidienne. Ses cartes de crédit restaient intactes. Celles-ci pouvaient être tracées. Le chauffeur de taxi ne parlait pas beaucoup anglais, ce qui lui convenait parfaitement. Elle lui montra le nom d'un petit hôtel qu'elle avait trouvé en ligne pendant son escale. Pas un complexe hôtelier. Rien de luxueux. Rien où Arthur ne penserait jamais à la chercher. Playa Hermosa. Il hocha la tête en s'éloignant de l'aéroport. À travers la vitre, une végétation luxuriante et des bâtiments colorés défilaient. Elle était à 3000 miles de chez elle, de la vie qu'elle s'était construite, du mari qui avait comploté sa mort. Son annulaire lui semblait nu. Les marques de bronzage ressortaient sur sa peau. L'hôtel, Pata del Mar, se trouvait sur une portion de plage tranquille, sa peinture bleue écaillée par l'air salin. Le hall d'entrée se composait d'un petit comptoir de réception et de quelques chaises en fer forgé. Un ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus. La femme plus âgée à la réception sourit chaleureusement. « Réservation ? » ?»« Non, je... » Elle hésita. « Avez-vous des chambres disponibles pour quelques semaines ?» La femme l'évalua, débraillée, épuisée, les yeux gonflés de larmes silencieuses. Ce qu'elle vit la fit hocher doucement la tête. « Nous avons une chambre avec vue sur l'océan. Très paisible. » Lorsqu'elle lui tendit la fiche d'enregistrement, elle n'hésita qu'un instant avant d'écrire Alice Smith, son nom de jeune fille. Un nom qu'elle n'avait pas utilisé depuis 2 ans. Un nom qui lui semblait à la fois étranger et comme un retour aux sources. « Juste vous, mademoiselle Smith ?» ?»« Oui, répondit-elle. »« Juste moi. »« En vacances ?» Elle marqua une pause, incertaine de la réponse. Pour tout recommencer. Quelque chose dans ses yeux s'adoucit avec compréhension. Elle lui tendit une clé. Une vraie clé en métal, pas une carte magnétique. Chambre 8. En haut des escaliers, au bout du couloir. Très privé. L'ironie d'une autre chambre 8 ne lui échappa pas. Elle s'était tenue devant la porte d'un chalet et avait tout perdu. Maintenant, elle entrait dans une autre chambre 8 pour recommencer. La chambre était simple. Mur blanc, sol carrelé, un lit queen size avec un couvre-lit bleu, et des portes doubles qui s'ouvraient sur un petit balcon surplombant l'océan. La salle de bain avait une douche avec une pression d'eau inégale. Pas de climatisation, juste un ventilateur de plafond. Rien à voir avec les hôtels de luxe où Arthur et elle séjournaient habituellement. C'était parfait. Elle laissa tomber sa valise et se dirigea vers le balcon. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les vagues se brisaient rythmiquement contre le rivage. Pour la première fois depuis qu'elle avait entendu ces mots dévastateurs, elle prit une profonde inspiration. La nuit tomba rapidement au Costa Rica. Elle s'allongea sur le lit inconnu dans l'obscurité, écoutant l'océan et les bruits inconnus des créatures nocturnes. La réalité commença à percer son engourdissement protecteur. Sa poitrine se serra. Sa respiration devint superficielle. Tout ce qu'elle avait retenu déferla.
Elle se recroquevilla sur elle-même, des sanglots secouant son corps, étouffée par l'oreiller qu'elle serrait contre son visage. Elle pleura pour la femme qui avait aimé si aveuglément, pour l'avenir qu'elle pensait avoir, pour la trahison si profonde qu'elle ne pouvait en mesurer les limites. Il voulait ma mort, murmura-t-elle dans l'obscurité. Les mots rendirent la chose réelle. Les larmes continuèrent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, la laissant vide et épuisée. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau et surprit son reflet dans le miroir taché. Elle se reconnut à peine. La femme qui la regardait avait des cernes sous les yeux et une dureté à la bouche qui n'était pas là auparavant. Elle retourna au lit et resta éveillée tandis que les heures de la nuit s'écoulaient lentement. Le ventilateur de plafond créait des ombres mouvantes sur les murs. Quelque part à proximité, une musique jouait faiblement puis se tut. L'océan continuait son interminable conversation avec le rivage. Alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient à travers les fins rideaux, elle se dirigea vers le balcon et regarda le soleil émerger de l'horizon, peignant l'eau d'or. Des oiseaux s'appelaient dans les arbres voisins. Le monde continuait comme si tout était normal, comme si sa vie ne venait pas d'imploser. Elle avait tout laissé derrière elle. Sa maison. Ses vêtements. Son identité d'épouse d'Arthur. Tout ce qu'elle avait, c'était elle-même, et pour la première fois depuis des années, elle se demanda si cela pourrait suffire. Un coup à la porte la fit sursauter. La propriétaire de l'hôtel se tenait là avec un plateau. Café, fruits frais et toast. Offert par la maison, dit-elle simplement. Le premier jour est toujours le plus difficile. Alors qu'elle se tournait pour partir, Alice retrouva sa voix. Comment saviez-vous? Elle lui adressa un doux sourire. Vous n'êtes pas la première femme à échouer sur notre rivage à la recherche d'un nouveau départ, Sonora. Vous ne serez pas la dernière. Après son départ, elle sirota le café fort et regarda la plage s'animer en contrebas. Des habitants promenaient leurs chiens. Un pêcheur poussait son bateau dans les vagues. Aucun d'eux ne la connaissait. Aucun d'eux n'avait d'attente. Pour la première fois depuis qu'elle avait entendu ces mots dévastateurs à travers la porte du chalet, elle ressentit autre chose que de la douleur. Elle ressentit une possibilité. Ces mots devinrent son mantra au cours des jours suivants. Elle se les répétait chaque matin en regardant le lever du soleil depuis son balcon. Café à la main. Un rituel qu'Anna, la propriétaire de l'hôtel, avait établi sans demander. Elle apparaissait à sa porte chaque matin, plateau à la main, un doux sourire sur son visage buriné. Le troisième jour, lorsqu'elle essaya de la payer pour le service de petit déjeuner quotidien, Anna écarta son argent d'un geste de la main. D'abord tu guéris. Ensuite, on parle affaires, dit-elle fermement. Cet après-midi-là, elle frappa de nouveau à sa porte. Viens marcher avec moi. Elle hésita, mais quelque chose dans son autorité maternelle la fit suivre. Elles flânèrent le long du rivage, ses pieds chaussés de sandales laissant des empreintes parfaites dans le sable humide. Mon mari m'a quitté pour ma cousine il y a 20 ans, dit-elle sans préambule. Je voulais mourir. Au lieu de ça, j'ai acheté cet hôtel. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Elle s'arrêta de marcher. Comment saviez-vous? Anna sourit. Tes yeux. Ils ont le regard d'une femme trahie. Différents détails, même douleur. Elle désigna l'horizon. Le Costa Rica a une façon de reconstruire les gens brisés. Ce soir-là, elle s'assit sur son balcon, regardant les touristes rire sur la plage en contrebas. Des couples se tenant la main, des familles construisant des châteaux de sable, et ressentit une soudaine et écrasante solitude. Elle avait passé 3 jours à se cacher dans sa chambre, pensant des blessures que personne ne pouvait voir. Mais de quoi se cachait-elle? Arthur ne savait pas où elle était. Personne ne le savait. Le lendemain matin, elle s'aventura dehors avant la livraison du petit déjeuner d'Anna. Le sable était frais sous ses pieds alors qu'elle marchait le long du rivage, regardant le ciel passer du bleu marine au rose puis au bleu éclatant. Un vendeur local installait son étal de fruits, arrangeant mangue et ananas en motifs colorés. Buenos dias, lança-t-il en lui faisant signe de s'approcher. Il trancha un morceau de mangue et le lui tendit. La douceur explosa dans sa bouche. Un rappel que le plaisir existait encore dans ce monde. Cela devint un autre rituel. Promenade matinale. Fruits frais. Échanger des sourires avec les habitants qui ne lui demandaient rien. Chaque jour, elle s'éloignait un peu plus de l'hôtel.
Chaque jour, la sensation de lourdeur dans sa poitrine devenait un peu plus légère. Une semaine après le début de son exil volontaire, elle passa devant un petit salon de coiffure. Il était caché entre une boutique de souvenirs et un café. À travers la vitrine, elle vit son reflet. Ses longs cheveux étaient ramenés en arrière dans sa queue de cheval soignée habituelle. Arthur avait toujours aimé ses cheveux. Il les appelait sa couronne. Il se plaignait toujours chaque fois qu'elle suggérait de les couper. Avant de pouvoir changer d'avis, elle entra dans le salon. La coiffeuse, une jeune femme avec des mèches bleues vives dans ses cheveux foncés, leva les yeux et sourit. « Puis-je vous aider ? Je veux tout couper. » dit-elle en retirant l'élastique de sa queue de cheval et en laissant ses cheveux tomber autour de ses épaules. « Bien sûr. Différent. Pas moi. Du moins, pas l'ancienne moi. » La coiffeuse étudia son visage, puis hocha la tête. « Je sais exactement ce qu'il vous faut. » Elle ferma les yeux pendant que la coiffeuse travaillait. Le bruit des ciseaux lui parut étrangement réconfortant. Lorsque la chaise fut enfin tournée vers le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. Ses cheveux tombaient maintenant en couches douces et effilées qui encadraient son visage et révélaient des pommettes qu'elle avait presque oubliées. « Vous êtes magnifique, » dit la coiffeuse avec satisfaction dans la voix. Elle toucha les pointes de ses cheveux. « Oui, acquiesça-t-elle. Ça l'est. » Après avoir quitté le salon, elle se dirigea vers une petite boutique qui vendait des vêtements fabriqués localement. Elle acheta des pantalons amples en lin, des hauts colorés en coton et des sandales confortables. Rien à voir avec les vêtements de marque coûteux qui remplissaient autrefois son placard. Elle jeta les vêtements qu'elle avait emportés, ne gardant que ceux qui étaient utiles. La femme qu'elle était autrefois. Celle qui portait des chemisiers en soie, des pantalons ajustés et des accessoires parfaitement assortis. Lui semblait maintenant une étrangère. Ce soir-là, Anna hocha la tête avec approbation en voyant son changement. « Maintenant, tu as l'air d'être d'ici. »« Je commence à me sentir comme si j'étais d'ici, » admit-elle. 2 jours plus tard, en marchant dans une rue calme, elle trouva une petite galerie d'art. Des peintures de plage, de jungle et de scènes locales remplissaient les murs. Les tableaux étaient pleins d'émotions et de couleurs. Un vieil homme était assis dans un coin, dessinant. « Vous aimez l'art ?» demanda-t-il en anglais avec un accent quand il la vit regarder. « Je peignais autrefois, » dit-elle. « Il y a des années. Avant Arthur. Avant que je n'abandonne mes rêves pour soutenir les siens. Avant que je ne devienne la parfaite épouse d'entreprise. » L'homme, qui s'appelait Jude, lui tendit un carnet de croquis et un crayon. « Montrez-moi. » Elle hésita, puis s'assit à côté de lui. Ses premiers traits furent lents et incertains. Mais bientôt sa main se souvint de ce que son esprit avait oublié. Elle esquissa la forme du littoral, les feuilles des palmiers, la lumière sur l'eau. Elle perdit la notion du temps, perdue dans la joie de créer. « Vous avez du talent, » dit Jude quand elle leva enfin les yeux. « Revenez demain. Je vous en apprendrai plus. » Elle y retourna. Jour après jour, la petite galerie devint son refuge. Jude lui apprit de nouvelles techniques, la présenta à d'autres artistes locaux et lui conseilla d'essayer de nouvelles choses. Elle commença par des dessins au crayon, puis essaya les aquarelles, puis les peintures acryliques. Chaque style ouvrait quelque chose de profond en elle. « Votre travail a de la tristesse, » dit Jude après quelques semaines. « Mais aussi de la force. C'est bien. L'art doit dire la vérité. » 3 semaines après son arrivée, elle consulta enfin ses emails en utilisant l'ordinateur public de l'hôtel. Plus de 200 messages l'attendaient. Certains venaient d'Arthur. D'abord calme, puis paniqué. Certains venaient d'amis. Quelques-uns de sa sœur, Lucie, lui demandant pourquoi elle ne répondait pas. Le dernier email d'Arthur était adressé à la police et lui était copié. Il l'avait déclaré personne disparue, la décrivant comme émotionnellement fragile et peut-être suicidaire. Ses mains tremblaient alors qu'elle se connectait au compte bancaire qu'il partageait. Celui où était versée sa rente mensuelle de sa fiducie. Le solde affichait 0. Chaque dollar avait été transféré sur un compte qu'elle ne connaissait pas. Le transfert avait eu lieu seulement 2 jours après sa disparition. Elle vérifia son compte personnel. Celui dont Arthur ne connaissait pas l'existence. Il était intact. Elle se pencha en arrière et fixa l'écran. Il se servait déjà.
Supposant déjà qu'elle était morte, ou presque. L'argent de l'assurance ne viendrait pas encore, mais il avait pris ce qu'il pouvait. La preuve finale de sa trahison aurait dû la briser. Au lieu de cela, elle la rendit plus forte. Ce soir-là, elle s'assit sur son balcon avec un verre de vin local. Anna vint s'asseoir à côté d'elle. Elles regardèrent le soleil se coucher en silence. « Tu as l'air différente aujourd'hui, » dit Anna. Une décision prise, elle hocha la tête. « Je pense qu'il est temps d'arrêter de fuir et de commencer à riposter. » Anna leva son verre. « Aux phénix qui renaissent de leurs cendres. » Elle cogna doucement son verre contre celui d'Anna. La femme qui était arrivée à Playa del Mar, brisée, trahie et perdue, avait disparu. Maintenant, quelqu'un de plus fort était à sa place. Quelqu'un avec un plan. Le plan était encore flou, mais il se dessinait. Au cours des jours suivants, elle commença à prendre des notes, à chercher des conseils juridiques et à contacter son avocat personnel via un service de messagerie sécurisé. Elle était prudente. Patiente. Tout comme son père le lui avait appris en affaires. Après tout, c'était la transaction la plus importante de sa vie. Cet après-midi-là, Alice somnolait dans le hamac sur son balcon, bercée par le son rythmique des vagues, quand une sonnerie inconnue la réveilla en sursaut. Un instant, elle se sentit confuse. Ce n'était pas son téléphone habituel qui sonnait. Puis elle se souvint du téléphone prépayé qu'elle avait acheté près de 2 semaines auparavant. Celui qu'elle n'avait donné qu'à une seule personne. Cathy, son assistante. Elle le chercha en tâtonnant, son cœur s'emballant soudainement. « Allô » dit-elle. « Mademoiselle Smith ?» La voix de Cathy était basse et urgente. « Je suis tellement désolé de vous déranger, mais il y a quelque chose. Quelqu'un a besoin de vous parler. C'est important. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il y eut un bruissement, puis une nouvelle voix se fit entendre. Tremblante, pleine de larmes, mais immédiatement reconnaissable. « Oh mon Dieu, tu es vivante. Dieu merci. Je ne savais plus qui appeler. Ton assistante ne voulait rien me dire, mais je l'ai suppliée. » C'était Teresa. La sœur d'Arthur, sa belle-sœur. La femme qui avait été son amie bien avant de devenir sa famille. « Comment as-tu eu ce numéro » demanda-t-elle. « J'ai appelé tout le monde pour essayer de te retrouver. Arthur a dit que tu avais disparu. Que tu aurais pu te faire du mal. » Sa voix se brisa. « Mais je savais. J'espérais. » Alice se redressa, instantanément alerte. Teresa ralentit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un sanglot échappa à Teresa. « Il y a des hommes chez Arthur. Notre maison. Des hommes dangereux. Ils disent qu'il leur doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Ils l'ont menacé, Alice. Ils m'ont menacé. » L'estomac d'Alice se serra. Quel genre d'homme? Le genre qui casse des choses. Des doigts. Des visages, murmura Teresa. Ils lui ont donné 3 jours pour payer, ou ils feront de lui un exemple. Ils savent pour moi, pour ma maison. Ils ont dit que s'il s'enfuit, ils prendront ma maison à la place. L'esprit d'Alice tourna à toute vitesse. Teresa possédait une petite maison de style artisan, charmante, qu'elle avait achetée avec son salaire d'enseignante et un prêt de leurs parents. Elle l'avait rénovée elle-même. Peint chaque mur. Planté chaque fleur dans le jardin. C'était sa fierté. Son sanctuaire. Combien doit-il? Demanda Alice, redoutant déjà la réponse. 300 000 $, murmura Teresa. Dette de jeu. Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave, Alice. Personne d'entre nous ne le savait. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté essayante. Le besoin désespéré de l'argent de son assurance. Les tentatives d'accéder à sa fiducie. Les revers financiers constants dans l'entreprise d'Arthur. Pas des pertes commerciales du tout, mais des dettes de jeu. Quand est-ce que ça a commencé? Demanda-t-elle. Je ne sais pas exactement. Il a toujours aimé parier sur les matchs, mais ça? Teresa marqua une pause. Les hommes ont dit qu'il accumulait cette dette depuis plus d'1 an. Poker à gros enjeux, paris sportifs. Même un casino clandestin. Il n'arrêtait pas de me demander d'emprunter sur ma maison. Il y a 2 mois, j'ai dit non. Maintenant je comprends pourquoi. Alice ferma les yeux,
se souvenant des week-ends avec des clients. Des nuits tardives lors de dîners d'affaires. Des appels mystérieux qu'il prenait dans une autre pièce. Tous ces mensonges. Où est-il maintenant? Demanda-t-elle. En train de se saouler chez lui. Alice, il est dans un état lamentable. Ta disparition l'a brisé. La police le soupçonne de ta disparition. Le savais-tu? Et maintenant ces hommes. J'ai peur pour lui. L'ironie était presque trop forte. Le mari qui avait envisagé sa mort pour un gain financier était maintenant suspecté de sa disparition. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu sembler une justice parfaite. Pourquoi m'appelles-tu, Teresa? Demanda-t-elle, gardant sa voix stable bien que ses mains tremblassent. Que attends-tu de moi? Elle hésita. Je pensais que si tu revenais. Expliquer à la police que tu avais juste besoin de temps. Et peut-être avec les relations de ta famille, l'argent? Tu veux que je paie ces dettes de jeu, dit Alice d'un ton neutre. Ce n'était pas une question. Je sais que c'est beaucoup demandé, murmura Teresa. Mais ils vont lui faire du mal, Alice. Peut-être pire. Et je vais perdre ma maison. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Teresa avait toujours été la protectrice de son jeune frère. Lui trouvant toujours des excuses. Réparant toujours ses erreurs. Alice avait autrefois admiré cette loyauté. Maintenant, cela la rendait simplement triste. Sait-il que tu m'appelles? Demanda-t-elle. Non. Il pense que tu es. Elle ne put finir la phrase. Que son mari pensait, espérait qu'elle était morte. Et sa sœur lui demandait de le sauver des conséquences de ses actes. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit finalement Alice. Je te rappellerai à ce numéro. Elle raccrocha avant que Teresa ne puisse répondre et rappela immédiatement Cathy. Comment t'a-t-elle trouvé? Exigea-t-elle. Elle s'est présentée au bureau, hystérique. Disant que c'était une question de vie ou de mort. Je suis tellement désolée, C'est bon, soupira Alice. Juste personne d'autre. Même s'il pleure. Après avoir raccroché, elle se dirigea vers la plage, l'esprit en ébullition. La décision intelligente était de rester cachée. Laisser Arthur affronter les conséquences de ses actes. Le laisser expérimenter ce que c'était d'être désespéré, effrayé, seul. Les collecteurs de dettes n'étaient pas son problème. Sa dépendance au jeu n'était pas son problème. La maison de Teresa n'était pas son problème. Mais Teresa avait été son amie. Elle avait accueilli Alice dans leur famille alors que la sienne était sceptique à l'égard d'Arthur. Elle l'avait défendu lorsque leur mère faisait des commentaires désobligeants sur son éducation aisée. Elle avait été sincère dans son affection. Contrairement à son frère. Alice ramassa une pierre et la lança dans l'océan, la regardant disparaître sous les vagues. Le choix qui s'offrait à elle ne concernait pas seulement Arthur. Il s'agissait de la personne qu'elle voulait être dans cette nouvelle vie qu'elle construisait. La femme qui avait fui dans la nuit avait eu raison de se préserver. Mais la femme qu'elle devenait au plus forte, plus lucide, plus déterminée devait prendre des décisions avec lesquelles elle pourrait vivre. Alice retourna dans sa chambre et appela son avocat. Après avoir expliqué la situation, elle posa une seule question. Puis-je payer la dette de quelqu'un d'autre sans révéler ma position ou mon statut actuel? Il y eut une longue pause au bout du fil. C'est possible. Compliqué, mais possible, dit finalement l'avocat. 2 heures et plusieurs appels plus tard, elle avait sa réponse. Elle rappela Teresa. Je vais m'occuper de la dette, dit-elle sans préambule. Mais il y a des conditions. Teresa eut un hoquet. N'importe quoi. Premièrement, Arthur ne saura jamais que l'argent vient de moi. Pour lui, je suis toujours porté disparu. Mais la police? J'ai fait en sorte que des preuves de mes voyages internationaux soient découvertes. L'enquête passera d'homicide à une personne disparue qui ne veut pas être retrouvée. D'accord, dit Teresa doucement. Deuxièmement, tu envoies Arthur en cure de désintoxication. Une vraie cure. Pas un programme de week-end. Bien sûr. Oui. Et troisièmement, continua TL. Tu vends ta maison et tu déménages quelque part où il ne te connaît pas. Quelque part de plus sûr. Un long silence s'étira entre elles. Tu penses qu'il me ferait du mal? Demanda finalement Teresa. Elle pensa au chalet.
À sa conversation désinvolte sur sa mort. Je pense qu'un homme désespéré est imprévisible. Et Arthur est très désespéré en ce moment. Après une autre longue pause, Teresa accepta. Avant de raccrocher, elle posa la question qu'Alice redoutait. Anna, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu partie comme ça? Alice ferma les yeux, incertaine de ce qu'elle devait dire. Disons simplement que j'ai entendu quelque chose qui m'a fait réaliser que notre mariage n'était pas ce que je pensais. Quelque chose d'impardonnable. Un autre long silence. Était-ce à propos de moi? Le souffle d'Alice se coupa. Que veux-tu dire? Arthur. Il a toujours eu cette idée que toi et moi, que nous. Elle ne put finir. Toi et moi quoi, Teresa? Que nous devrions être ensemble. Que j'avais des sentiments pour toi, murmura-t-elle. C'est pour ça que sa dernière petite amie l'a quittée. Il n'arrêtait pas de la comparer à toi. Puis de suggérer que nous. Le sol sembla basculer sous ses pieds. La voix d'un ami résonna dans sa mémoire. Astérisque, ou enfin sortir avec sa sœur sans culpabilité. Astérisque pas sa sœur à elle. Sa sœur à lui. Teresa. Teresa, dit Alice prudemment. Qu'est-ce qu'Arthur t'a dit exactement à mon sujet? La ligne resta silencieuse si longtemps qu'elle crut qu'ils avaient été déconnectés. Puis la voix de Teresa revint, petite et incertaine. Que tu étais instable. Que tu avais des épisodes. Que tu confondais parfois la réalité avec la fantaisie. Elle marqua une pause. Il a dit que tu l'accusais de choses qu'il n'avait jamais faites. Que tu avais des pensées paranoïaques à propos de son désir de ton argent. Une fureur froide s'installa dans la poitrine d'Alice. C'était comme de la glace se répandant dans ses veines. Non seulement il avait planifié sa mort, mais il avait aussi préparé le terrain pour la discréditer. La dépeignant comme mentalement instable à sa propre sœur. Je vais t'aider, Teresa, dit-elle, la voix ferme. Mais une fois que ce sera fait, nous devrons avoir une conversation plus longue à propos de ton frère. Après avoir organisé le paiement de la dette par l'intermédiaire de son avocat, elle passa un autre appel. À Jason Mendez. Un détective privé que son père avait utilisé pour des affaires d'entreprise. Elle l'avait rencontré plusieurs fois lors d'événements de la société et faisait confiance à sa discrétion. J'ai besoin de tout, lui dit-elle après avoir expliqué sa situation. Dossiers financiers, journaux d'appel, emails, messages textes. J'ai besoin de savoir exactement avec qui j'étais marié. Ça va devenir moche, prévint Jason. Êtes-vous sûr de vouloir tout voir? J'en ai besoin. Répondit-elle. Pour clore le chapitre, oui. Mais aussi pour me protéger. Les 3 jours suivants furent les plus longs de sa vie. Elle continua ses routines quotidiennes, promenade matinale, cours d'art avec Jude, repas avec Anna. Mais son esprit était ailleurs. Tourbillonnant à travers les possibilités. Planifiant la suite. Le choc de la trahison d'Arthur s'était transformé en quelque chose de plus dur. De plus concentré. Le premier rapport de Jason arriva par email crypté le 4e jour. Elle s'assit sur son balcon avec son ordinateur portable, prit une profonde inspiration et ouvrit le fichier. Les preuves étaient détaillées, dévastatrices. Et bien pire que ce qu'elle avait imaginé. 3 mois après leur mariage, Arthur avait souscrit une police d'assurance vie supplémentaire sur elle. Une qu'elle n'avait jamais vue ni signée. La signature sur les documents était une imitation passable de la sienne. Le bénéficiaire était inscrit comme étant Arthur, bien sûr. Le montant du versement, 5 millions de dollars. Elle fixa les documents numérisés, se souvenant du week-end où Arthur avait insisté pour qu'elle essaie le saut en parachute, malgré sa peur du vide. La sortie en bateau où il l'avait encouragée à s'éloigner seule, même s'il y avait une tempête qui approchait. La randonnée où il lui avait dit de poser près du bord de la falaise pour la photo parfaite. Tous des accidents potentiels. Tous avec des témoins qui diraient qu'il l'avait prévenue. Qu'elle était trop imprudente. Elle passa au fichier suivant, les relevés téléphoniques. Des centaines de SMS entre Arthur et sa sœur Lucie au cours des 8 derniers mois. La plupart semblaient normaux en surface. Des questions sur son emploi du temps, des commentaires sur des événements familiaux. Mais maintenant, elle voyait le sens caché. Il tâtait le terrain, voyant si Lucie était intéressée, faisant des suggestions subtiles.
Les réponses de Lucie étaient polies mais distantes. Lorsque ses flirtations devinrent plus évidentes, elle répondit moins. Le dernier échange datait de 3 semaines. Arthur, nous devons parler en privé. J'ai des inquiétudes concernant Alice que je ne peux partager qu'avec toi. Lucie, si tu t'inquiètes pour ma sœur, parle-lui directement ou cherche de l'aide professionnelle. Je ne suis plus à l'aise avec ces conversations. Alice ferma les yeux, une vague de gratitude la submergeant. Lucie avait senti que quelque chose n'allait pas et avait pris ses distances. Elle ne l'avait pas encouragé, n'avait pas répondu à ses avances. Le soulagement était si fort qu'il lui arracha des larmes. Les dossiers financiers suivirent, et il racontait une histoire de mensonges soigneusement élaborée. Tandis qu'Arthur prétendait que son entreprise connaissait des difficultés, il avait secrètement conservé une carte de crédit dont elle ignorait l'existence. Les relevés montraient des achats dans des magasins de luxe, des restaurants chers et des hôtels haut de gamme. Aucun de ces achats ne l'impliquait. Il y avait des frais de bijouterie à des dates importantes, son anniversaire, leur anniversaire de mariage, Noël. Mais elle n'avait jamais reçu ces cadeaux. Ils avaient probablement été pour d'autres femmes. Certaines dépenses concernaient également des jeux d'argent, bien que toutes les dépenses ne fussent pas claires. Pourtant, les mensonges étaient évidents. Le pire était la preuve d'un compte offshore aux îles Caïmans. Il avait été ouvert 6 mois après leur mariage. Il y avait eu des virements réguliers depuis leur compte joint. De l'argent qu'elle lui avait donné pour des affaires et des investissements. Mais cet argent était allé sur le compte secret. Le solde actuel, 1,2 million de dollars. Tout son argent, caché pour sa fuite. Tout cela pendant qu'il lui était qu'il devait faire attention à leur budget. Tout cela pendant qu'elle réduisait ses propres dépenses pour soutenir ce qu'elle pensait être leur rêve commun. Le document final était un brouillon de mail trouvé dans le dossier des éléments supprimés d'Arthur. Il était adressé à l'avocat de son père. Dans le message, Arthur s'enquérait des règles de sa fiducie en cas de décès. Plus précisément, s'il contrôlerait les actifs en tant que son mari. La date de l'email était d'il y a 3 semaines, juste avant le voyage au chalet. Alice ferma son ordinateur portable, alla aux toilettes et vomit. Quand le malaise passa, elle s'assit sur le carrelage froid, le dos contre le mur, et se permit de tout ressentir. Ce n'était pas seulement une trahison. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui profitait d'elle. C'était une ruse planifiée à long terme. C'était un homme qui l'avait épousée pour l'argent, et qui planifiait maintenant sa mort. Un coup à la porte la fit sursauter. Anna se tenait là, l'inquiétude peinte sur son visage. « On dirait que tu as vu un fantôme, dit-elle. Alice essaya de sourire mais n'y parvint pas, je découvre juste la vérité sur quelqu'un que je pensais connaître. Anna s'assit à côté d'elle sur le lit pendant qu'Alice expliquait ce que Jason avait trouvé. À chaque nouveau détail, le visage d'Anna s'assombrissait. Les hommes comme ça, dit-elle enfin, ils n'affrontent jamais les conséquences. Ils disparaissent, trouvent quelqu'un de nouveau et recommencent. Pas cette fois, répondit Alice, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Cette fois, il y aura des conséquences. Ce soir-là, Alice envoya un email à Jason avec de nouvelles instructions. Elle lui demanda de tout rassembler, d'organiser les preuves et de les préparer pour les envoyer aux autorités compétentes. Elle lui demanda également de vérifier discrètement Teresa, pour s'assurer qu'elle était en sécurité et qu'elle tenait sa promesse d'envoyer Arthur en cure de désintoxication. La réponse de Jason arriva en moins d'1 heure. Teresa avait emménagé chez une amie. Arthur ne savait pas où elle était. Il croyait à l'histoire inventée d'un ami de la famille aidant à régler la dette. Mais il buvait beaucoup et menaçait de retrouver Alice. Alice envoya tout à son avocat avec des instructions claires. Préparez-vous à la guerre, mais attendez son signal. Puis elle ouvrit un nouveau document et commença à écrire. Elle écrivit sur son mariage, la conversation qu'elle avait surprise au chalet, sa fuite et tout ce qu'elle avait découvert depuis. Si quelque chose lui arrivait, ce serait sa vérité. Alors qu'elle tapait tard dans la nuit, un plan commença à se former. Pas seulement pour la protection. Pas seulement pour la justice. Mais pour quelque chose de plus, un règlement de compte. Arthur avait passé des années à construire des mensonges. Il était temps de montrer au monde qui il était vraiment. La préparation prit une autre semaine. Alice voulait que tout se passe au bon moment. Chaque étape devait être planifiée. Ce n'était pas de la vengeance, quelque chose fait sous le coup de la colère.
C'était la justice, calme, claire et complète. D'abord, elle prit le contrôle de son argent. Avec l'aide de Jason, elle transféra le reste de l'argent de leur compte joint vers des comptes sécurisés auxquels Arthur ne pouvait pas toucher. Elle contacta les sociétés de cartes de crédit pour signaler des dépenses suspectes, leur demandant de remonter avant sa disparition. Son avocat rédigea une demande d'urgence pour geler le compte offshore, prête à être envoyé le moment venu. Ensuite vint le travail juridique. Alice rassembla toutes les preuves. Les faux papiers d'assurance, les modifications de police qu'il avait faites à son insu, les mensonges financiers et le compte secret. Chaque faux pas était clairement démontré et documenté. Jason fit de nombreuses copies et les stocka dans différents endroits sûrs. Alice dut aussi changer davantage son apparence. La coupe de cheveux aidait, mais ce n'était pas suffisant. Elle ne voulait pas être reconnue avant d'être prête. Elle acheta des lentilles de contact pour changer ses yeux bleus en brun. Elle choisit des vêtements qu'Arthur n'attendrait pas. Des pièces simples et discrètes dans des couleurs unies. Elle s'entraîna même à prendre un léger accent, juste assez pour que quelqu'un ne soit pas sûr si c'était vraiment Alice. Elle réserva son vol de retour sous son nom de jeune fille, en utilisant un itinéraire avec une escale pour rendre sa localisation plus difficile à tracer. Elle organisa également une location de voiture auprès d'une petite entreprise locale qui ne scannait pas les pièces d'identité dans un ordinateur. La nuit précédant son départ, Anna frappa à sa porte avec un petit paquet. « Pour te protéger », dit-elle en lui tendant un délicat bracelet à breloques en argent. « Ma grand-mère me l'a donné quand mon mari m'a quitté. Il te garde forte face à ceux qui te veulent du mal. » Elle le glissa à son poignet, touchée par le geste. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, » dit Anna en l'embrassant. « La paix, la justice, quoi que ce soit. »« Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » Avant de quitter le Costa Rica, elle passa l'appel le plus difficile de tous, à sa sœur Lucie. Elle utilisa une application de messagerie cryptée, celle qu'elle savait que Lucie gardait pour son travail humanitaire international. « Ne réagis pas, » dit-elle dès que Lucie répondit. « C'est Alice. Je suis vivante. Je suis en sécurité. » Il y eut une brusque inspiration, mais Lucie suivit ses instructions. « Je suis seule, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde pense que... » « Je sais ce que tout le monde pense, » dit-elle. « Il faut que ça reste comme ça encore un peu. » Elle marqua une pause. « J'ai besoin de te demander quelque chose à propos d'Arthur. » Elle entendit Lucie changer de position, puis l'imaginer se déplaçant vers un endroit plus privé de son appartement. « Quoi à son sujet ? T'a-t-il contacté depuis ma disparition ? Posé des questions étranges ? Fait des suggestions déplacées ? » Son silence valait réponse. « Lucie, s'il te plaît. J'ai besoin de tout savoir. Il appelle presque tous les jours, » admit-elle. Au début, cela semblait être une inquiétude sincère à ton sujet. Puis le ton a changé. Il a commencé à suggérer que j'avais peut-être besoin de réconfort pendant cette période difficile. Que nous devrions nous rencontrer en privé, pour partager notre chagrin. Son estomac se noua. « Es-tu allé ? » Non. La voix de Lucie était féroce. « Alice, j'ai toujours pensé qu'il était bizarre. Quelque part trop parfait, trop préparé. Je n'ai jamais compris ce que tu voyais en lui. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Si seulement elle avait écouté les avertissements subtils de Lucie des années auparavant. « Il y a autre chose, » continua Lucie avec hésitation. « Il m'a posé des questions sur ta fiducie. Des questions spécifiques sur ce qui lui arrive si tu es. S'il te déclare morte. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dit-elle. Il est important que tu agisses normalement avec lui. Ne le laisse rien soupçonner. Qu'est-ce qui se passe ? Où es-tu ? Je ne peux pas tout te dire encore, mais je le ferai. Je te le promets. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Après un moment, Lucie accepta. Sa dernière étape préparatoire fut d'assurer la sécurité de Teresa. Elle fit en sorte que Jason organise une surveillance discrète de son nouveau lieu de résidence. Elle établit également un fonds d'urgence pour elle par l'intermédiaire de son avocat, accessible si nécessaire. Teresa était une autre victime d'Arthur, manipulée et utilisée dans ses combines. Elle méritait d'être protégée. La veille de son vol de retour,
elle passa un appel anonyme à la division des crimes financiers du FBI. Elle ne fournit pas beaucoup de détails, juste assez d'informations pour les inciter à examiner de plus près les activités d'Arthur. La fraude à l'assurance, les comptes offshore, l'usurpation d'identité. Tous des crimes fédéraux. Il n'agirait pas immédiatement, mais il commencerait à surveiller. Le vol de retour aux États-Unis lui parut surréaliste. 3 semaines et demie s'étaient écoulées depuis qu'elle avait surpris ces mots fatidiques au chalet. Pendant ce temps, elle était morte et ressuscitée. La femme naïve et confiante avait été remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus lucide et de bien plus dangereux pour les plans d'Arthur. Elle arriva de nuit, conduisant sa voiture de location banale dans des rues familières qui lui semblaient pourtant étrangères. Les quartiers n'avaient pas changé. Elle, si. En approchant de leur communauté fermée, elle n'utilisa pas l'entrée principale où la sécurité aurait pu la reconnaître. Au lieu de cela, elle emprunta la route de service qu'elle avait découverte des années auparavant en s'enfermant accidentellement dehors lors d'une course matinale. Leur maison, une vaste demeure de style Tudor avec des jardins entretenus et un éclairage spectaculaire, semblait exactement comme elle l'avait laissé. Des lumières brillaient chaleureusement aux fenêtres du rez-de-chaussée. Arthur était à la maison. Elle se gara à un pâté de maison et fit le tour de leur propriété, restant dans l'ombre. À travers la fenêtre du salon, elle pouvait le voir faire les 100 pas, téléphone à l'oreille, gesticulant avec colère. Même à distance, elle pouvait dire qu'il était débraillé, mal rasé. Le mari parfait et soigné s'effondrait. Elle ne s'approcha pas encore de la maison. Au lieu de cela, elle s'enregistra dans un petit hôtel sous sa nouvelle identité. Demain viendrait assez tôt. Demain, lorsque les collecteurs de dettes devaient revenir, attendant le prochain paiement. Demain, lorsqu'Arthur découvrirait que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Dans sa chambre d'hôtel, elle disposa tout ce dont elle aurait besoin pour la confrontation. Les dossiers de preuves, les documents juridiques, les enregistrements numériques. Elle chargea ses appareils et prépara le petit enregistreur audio qu'elle garderait dans sa poche. Elle dormit étonnamment bien cette nuit-là, sans rêver profondément. À son réveil, elle ne ressentit ni peur ni anxiété, juste une calme certitude. Elle s'habilla soigneusement avec des vêtements qui ne la trahissaient en rien, se maquilla sobrement et porta le bracelet à breloques en argent qu'Anna lui avait donné. Au coucher du soleil, elle retourna dans leur quartier. Cette fois, elle ne se cacha pas dans l'ombre. Elle remonta directement leur allée incurvée, passa devant la fontaine sur laquelle Arthur avait insisté, vers l'imposante porte d'entrée avec ses vitraux décoratifs. Elle n'utilisa pas sa clé. Elle n'appartenait plus à cette maison. Au lieu de cela, elle sonna à la porte et attendit, se tenant droite et sans crainte tandis que des pas s'approchaient de l'intérieur. La porte s'ouvrit. Arthur se tenait là, mal rasé, les cheveux en désordre, portant le même sweatshirt de la Columbia Business School qu'il avait depuis leur rencontre. Pendant une fraction de seconde, il ne la reconnut pas. Les nouveaux cheveux, les lentilles, les vêtements différents. Puis ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Anna » murmura-t-il, son visage perdant toute couleur comme s'il avait vu un fantôme. D'une certaine manière, c'était le cas. Alice Smith s'avança sans attendre d'invitation. « Nous devons parler, dit-elle. » Il recula automatiquement, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un mot. Elle le dépassa pour entrer dans le hall. Le sol en marbre résonnait sous ses pas. La maison sentait le renfermé, la vaisselle sale, les restes de plats à emporter de la veille et une vague odeur de whisky. « Tu es vivante » réussit-il enfin à dire, la suivant dans le salon. « Où étais-tu » ? J'étais fou d'inquiétude. La police pensait que tu... Il s'interrompit. Il pensait que tu m'avais tué, dit-elle en se tournant vers lui. Sa voix était ferme. Oui, j'imagine que c'était gênant pour tes plans. Son expression changea rapidement. Le choc fit place au soulagement, puis à la lassitude. De quoi parles-tu ? Je t'ai cherché partout, dit-il en s'avançant vers elle, les bras tendus comme s'il voulait l'embrasser. Chérie, j'ai cru que je t'avais perdu. Elle recula. N'essaie même pas, puis vint le charme calculé. La même expression pour laquelle elle avait craqué tant de fois auparavant. Le front plissé d'inquiétude, les yeux doux et blessés, le léger tremblement dans la voix. Anna, quoi que tu penses qu'il s'est passé, quoi que te contrarie, laisse-moi t'expliquer. J'étais au chalet, Arthur, dit-elle,
observant attentivement son visage alors que la compréhension commençait à poindre. J'ai tout entendu. Son expression se figea, puis se transforma en une confusion blessée. Le chalet? De quoi parles-tu? J'ai volé pendant 12 heures avec 3 retards pour te surprendre. J'ai apporté ton bourbon préféré. Je me suis tenu devant la porte et je t'ai entendu discuter de la façon dont l'argent de mon assurance épongerait tes dettes. Il pâlit, mais se reprit rapidement. Tu as mal compris. C'était une blague. De l'humour noir entre amis. Tu sais comment parlent les mecs. Et le commentaire de ton ami sur le fait de sortir avec ma sœur sans culpabilité si je disparaissais? C'était une blague aussi? Pas ta sœur, corrigea Théil automatiquement, puis se rattrapa. Je veux dire, ce n'était pas, nous n'étions pas. Astérisque ma astérisque sœur, acheva TL pour lui. Oui, Teresa m'a parlé de ta petite obsession. De la façon dont tu as essayé de la manipuler aussi. La colère traversa son visage, rapidement réprimée. Teresa? Tu lui as parlé? Où étais-tu? Ce n'est pas important, dit-elle. Elle posa son sac à main sur la table basse et en sortit une épaisse enveloppe Kraft. Ce qui importe, c'est ce qui va se passer ensuite. Ses yeux se fixèrent sur l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Tout. Elle l'ouvrit et commença à disposer des documents sur la table entre eux. La police d'assurance vie dont tu as imité ma signature. Les relevés bancaires montrant les virements vers ton compte offshore au Caïmans. Les relevés de cartes de crédit pour des achats que je n'ai jamais vus. Les preuves de tes dettes de jeu, à chaque document, son visage se durcissait. L'air confus disparut lentement. Tu m'as fait espionner, dit-il d'une voix basse et dangereuse. Je découvre juste avec qui j'étais vraiment marié. Elle déposa le dernier document. Les papiers du divorce, déjà signés par moi. Ton choix est simple maintenant. Signe-les et pars avec ce avec quoi tu es entré dans ce mariage, rien. Ou ne signe pas, et j'apporte tout au FBI, à la compagnie d'assurance et au procureur. Il la fixa, le calcul remplaçant le choc. Elle pouvait presque le voir peser les options, cherchant un levier, une issue de secours. Tu n'obtiendrais rien, dit-il finalement. Personne ne te croirait. Tu as disparu pendant des semaines. Tu agis de manière erratique. J'ai documenté ton comportement instable pendant des mois. Tes accusations paranoïaques, tes sautes d'humeur. Tu veux dire le terrain que tu préparais? Dire aux gens que j'étais instable? Que je confondais la fantaisie avec la réalité? Elle sourit finement. Teresa m'a tout raconté. Son expression s'assombrit. Tu te crois si maligne. Toi et ta famille, à me mépriser depuis le début. Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. En fait, si. Elle sortit son téléphone et lança un enregistrement. Sa conversation avec l'agent d'assurance. Il demandait une augmentation de sa police à son insu. Les questions inquiètes de l'agent. Les mensonges habiles d'Arthur. La sonnette retentit avant qu'il ne puisse répondre. Elle vérifia sa montre. Pile à l'heure. Ce doit être ta sœur, dit-elle. La rage tordit son visage. Tu l'as impliquée là-dedans? Après tout ce que j'ai fait pour elle? Tu veux dire comme utiliser sa maison comme garantie pour tes dettes de jeu? Ou manipuler ses émotions pendant toutes ces années? Elle se dirigea vers la porte. Elle mérite aussi la vérité. Teresa se tenait sur le porche, son expression un mélange de nervosité et de détermination. Elle paraissait plus mince depuis la dernière fois qu'Alice l'avait vue, avec des cernes sombres sous les yeux. En la voyant, elle expira brusquement. Tu es revenu, murmura-t-elle en la serrant fort dans ses bras. Je l'avais promis. Alice la fit entrer là où Arthur se tenait, une tension émanant de lui comme de la chaleur. Vous deux, vous avez planifié ça, exigea-t-il en les regardant tour à tour. Ma propre sœur qui me trahit? Teresa se redressa. Personne ne t'a trahi, Arthur. Tu t'es fait ça tout seul. Alice désigna les documents étalés sur la table. Teresa a tout vu, Arthur. Elle sait pour la fraude à l'assurance. Les dettes. Tes plans pour moi. Elle sait aussi comment tu l'as utilisé. Je ne les aurais jamais laissés prendre ta maison, dit-il à Teresa, sa voix s'adoucissant. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Teresa rit, mais c'était un rire creux.
Tu m'as fait du mal toute ma vie, me rendant responsable de ton bonheur, de tes problèmes, de tes erreurs. Plus maintenant. Le charme d'Arthur fit une dernière tentative. Il s'avança vers Alice, les yeux s'adoucissant. Anna, s'il te plaît. Quelles que soient les erreurs que j'ai commises, nous pouvons les surmonter. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Elle ne ressentit rien. Pas de colère. Pas de douleur. Pas de désir pour ce qui aurait pu être. Juste de la clarté. Signe les papiers, Arthur, dit-elle doucement. Ou la police reçoit des copies de tout demain matin. Quelque chose dans sa voix dut le convaincre. Il savait qu'il était acculé. D'une main tremblante, il signa chaque page qu'elle lui désignait. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-il, paraissant soudain plus petit, diminué. Ted lui avait offert une renaissance. Il avait désiré sa fortune, mais elle avait récupéré quelque chose de bien plus précieux, son estime de soi, son pouvoir, sa liberté. La route s'étendait devant elle, pleine de possibilités qu'elle avait autrefois eu peur d'imaginer. Pour la première fois depuis des années, elle avait hâte de découvrir où cela l'amènerait. 3 mois plus tard, elle se tenait sur la terrasse de son nouveau studio en bord de mer au Costa Rica, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de roses et d'oranges éclatants. Sa dernière peinture, une femme s'éloignant de verres brisés, séchait sur un chevalet. Anna apparut avec 2 verres de vin. « Ton exposition la semaine prochaine est déjà complète » dit-elle en lui tendant un verre. « Jules dit que tu es son élève la plus talentueuse depuis 20 ans. » Alice sourit, pensant au chemin parcouru depuis cette nuit au chalet. Teresa avait déménagé au Colorado, utilisant une partie du fonds qu'Alice avait créé pour ouvrir la petite librairie dont elle avait toujours rêvé. Sa sœur Lucie lui avait rendu visite le mois dernier, rencontrant enfin la vraie elle. Pas la parfaite épouse d'entreprise, mais l'artiste aux mains tachées de peinture et aux cheveux éclaircis par le soleil. Quant à Arthur, elle avait appris par son avocat qu'il avait quitté le pays après que le FBI eut commencé à enquêter sur ses finances. La compagnie d'assurance avait lancé sa propre enquête pour fraude. Son monde soigneusement construit s'était effondré comme un château de cartes. Elle prit une gorgée de vin, sentant la brise chaude contre sa peau. « Tu sais ce qui est étrange » dit-elle doucement. « Je devrais le remercier. » Anna haussa un sourcil. « Le remercier ? Si je ne l'avais pas entendu cette nuit-là, j'aurais peut-être passé toute ma vie à être celle que...